Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans une vidéo complètement différente encore une fois. On se retrouve pour la partie 2 de ma sleeve. En fait j'avais déjà fait une vidéo sur le parcours avant opération que je vous laisserai dans le petit i ou sinon il sera dans la barre d'infos. J'avais fait vraiment une vidéo complète sur tous mes rendez-vous avant l'opération etc. Et je vous avais filmé cette vidéo avant même de me faire opérer. Du coup là j'attendais d'avoir un peu plus de recul. 6 mois et quelques jours puisque je me suis fait opérer le 13 juillet et là on est le 21 janvier donc ça fait 6 mois et 7 jours et une semaine en fait. On parlait vraiment du jour de l'opération, de tout ce qui s'est passé après, des complications un peu que j'ai eues etc. Vraiment j'ai pris des notes sur les sujets un peu plus importants que je dois vous parler etc. Alors je regarde juste mes notes pour voir par où je commence parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo mais faire en sorte qu'elle soit le plus courte possible mais la plus complète possible en fait. Je vais essayer. C'est pour ça si vous avez d'autres questions, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés ou quoi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer un MP sur Instagram. C'est ce que d'ailleurs quelques abonnés ont fait et j'ai été ravie de pouvoir leur répondre. Donc si c'est votre cas aussi, si vous voulez pas qu'on voit votre nom ou si vous voulez pas poser la question comme ça vraiment ouvertement et que tout le monde puisse la lire, n'hésitez pas à envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais, comme je vous le dis, après je pense que c'est un peu au cas par cas aussi, ça se passe pas vraiment tout à fait pareil. Je pense que globalement 90% des choses se passent exactement de la même façon, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui vont changer en fonction de plein de sujets différents en fait. Alors du coup, faut savoir que je me suis fait opérer le 13 juillet 2021, du coup comme je vous le disais. J'avais un IMC de 40,1, donc vraiment j'étais à la limite pour être prise en charge par la sécu. Je faisais 120 kg en fait, je fais 1m71. En fait, on a pris le poids que j'avais vraiment le jour de mon premier rendez-vous avec le chirurgien qui était en mars 2021. Je faisais 119, 120 kilos. J'ai réussi à perdre 2-3 kilos dans le parcours. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je les ai perdus. Du coup, on va dire que de base, quand j'ai commencé le parcours, j'étais à 120 kilos et le jour de l'intervention, j'en étais à 115. Et aujourd'hui, j'en fais 73, donc je suis vraiment contente, mais ça n'a pas été tout beau tout rose jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une période vraiment, je vais vous en parler, la veille de l'opération, c'était... J'oublierai jamais. En fait, je me suis dit je vais faire mon meilleur resto la veille parce que bah je vais faire mon meilleur resto. Après, ça va plus être possible. Et en fait, on est allé au resto. Du coup, j'en ai profité pour voir mes potes, etc. On s'est vraiment tous rassemblés et j'avais pas faim. Je n'avais pas faim. Je vous assure que je n'avais pas faim. Je me suis dit mais c'est pas possible. Je pense que ça devait être psychologique ou je devais être un peu stressée, etc. Et le chirurgien conseille d'ailleurs de se coucher de bonne heure en fait la veille de l'intervention parce que comme c'est une intervention un peu pas lourde parce que c'est pas une très grosse opération mais un peu quand même, de se coucher un peu de bonne heure vraiment pour être reposé et pour que vraiment l'opération se passe le mieux possible. Ma foi, je me suis couchée à minuit et demi, mais c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave, ça s'est quand même très bien passé. J'avais vraiment pas faim ce soir-là et je me suis dit mais c'est pas possible quoi, j'étais prête psychologiquement, je me suis dit je vais passer ma meilleure soirée et tout. Mais pas du tout. Lors de l'opération, je pense que la veille de l'opération, enfin, ça sert à rien, il faut prendre sa douche la veille, il faut prendre sa douche le matin, ça c'est un peu, on va dire, basique pour une opération. Moi, j'ai pas dormi, je sais qu'il y a certaines personnes, j'avais vu, qui dorment à l'hôpital la veille. Moi, je suis allée à l'hôpital vraiment le jour de l'intervention et j'y ai dormi que la nuit qui a suivi l'intervention. En fait, j'y ai passé vraiment qu'une seule nuit. Je suis rentrée à l'hôpital le 13 et je suis sortie le 14. Ah oui, moi j'avais marqué en sujet à avoir des veilles de l'opération, donc ça je vous dis, il n'y a pas grand chose à parler. Mais vraiment, j'étais dans un état d'esprit où je voulais vraiment passer une bonne soirée en fait, vraiment pour me vider vraiment la tête, ne pas y penser. Et comme ça, je savais que après ça dépend de chacun aussi. Hein. Si vous voulez être au calme, etc., bah grand bien vous fasse. Moi, j'avais vraiment besoin de décompresser, de voir mes amis, de passer une bonne soirée, etc. J'avais marqué valise. Bah en fait valise, moi j'ai pas pris grand chose. Bah faut prendre son chargeur de téléphone, bien évidemment. J'ai pris mon chargeur, j'avais pris un pyjama. Et c'est tout. Après par contre si j'avais pris, alors ça on me l'avait pas forcément dit mais j'ai pensé de moi-même, j'ai pris des vêtements très amples pour la sortie d'hôpital, un gros jogging, un t-shirt assez large, etc. Des choses vraiment faciles à enfiler parce que bah, je vous en parlerai après, mais des choses où vous n'allez pas être serré pour pas que justement ça vous fasse mal sur vos cicatrices. Des choses amples, c'est ce que j'avais pris. Le 13 juillet, c'était l'intervention. Il fallait que je sois à l'hôpital aux alentours de 11h. J'y suis arrivée vers 10h30 alors que je suis toujours en retard. Mais je me suis dit, il faut vraiment pas que je sois en retard ce jour-là parce que sinon ça n'allait pas être possible. Ah si, et je voulais vous dire aussi, parce que du coup c'est le contexte actuel avec le Covid.
Moi quand je me suis fait opérer, que tu sois une personne vaccinée ou pas, il fallait quand même un test PCR négatif. Et en fait, c'était ma grosse crainte. J'avais 2 anniversaires début juillet et je voulais pas y aller. Je me suis dit, j'y vais pas parce qu'il y aura du monde et tout. Parce que si je chope le Covid vraiment, alors que il faut être négatif, parce que mon chirurgien m'avait bien dit que si j'avais été positive, en fait, au rendez-vous, je divague, mais en fait, au dernier rendez-vous chirurgien, au jour où on a calé la date d'intervention, il m'avait bien dit, donc il faut faire le test PCR, c'était 48 heures avant. 48 heures avant pour cette période. Maintenant, ça a peut-être changé entre temps, je sais pas, ça change tout le temps. Mais en tout cas, il m'avait dit que si j'avais été positive, l'intervention aurait été reportée de 6 semaines. Oh, et du coup, moi, ça m'a fait psychoter. Je me suis dit, si c'est pas mi-juillet, après, ça va être fin août, début septembre, etc. Nous, entre-temps, on a déménagé. Je vais pas vous raconter ma vie, mais je me suis dit, il fallait absolument pas que je me fasse opérer pendant le déménagement. Ça allait être un calvaire. Et j'avais 2 anniversaires, un le 3 juillet, un le 4 juillet. Et je me suis dit, vas-y, j'y vais pas parce qu'il manquerait plus que je chope ça. Et après, l'intervention, elle est décalée et tout. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, Mila, franchement, c'est pas grave. Profite de tes dernières soirées, vraiment, où tu vas pouvoir vraiment t'éclater, etc. Tu sais pas comment tu vas être après. Tu sais pas comment ça va se passer. Et franchement, je sais pas si psychologiquement j'avais anticipé ce qui allait se passer après, mais vraiment j'y suis allée, j'ai dit allez coûte que coûte j'y vais. Et finalement ça s'est très bien passé, j'ai été négative, etc. Donc pas de problème. Elle est arrivée à l'hôpital avec son test PCR négatif. J'en étais ouf, je divague, c'est incroyable parce qu'après j'oublie le sujet sur lequel j'étais. Ils m'ont fait monter dans ma chambre, me préparer, me mettre en tenue de bloc, etc. Et ils sont venus me chercher vers 13h, je crois qu'il était. Oh c'est ça, il devait être 13h. Entre 12h30 et 13h il était. Le brancardier vient me chercher et là j'étais pas stressée jusqu'à ce moment en fait où je commence à me dire ça y est, c'est maintenant, c'est mon tour. Toutes les vidéos que j'ai vues, toutes les personnes que j'ai vues à l'hôpital où ils disaient demain c'est mon jour, etc. Là j'ai ressenti ce moment de me dire ça y est, c'est mon jour en fait, c'est mon tour. Comment ça va se passer? J'appréhendais, j'avais un mélange d'émotions, j'avais les larmes aux yeux parce que j'étais heureuse, j'étais stressée, c'était vraiment un tout, mais c'était vraiment un moment, c'était mon moment en fait, il faut en profiter vraiment. Je suis allée au bloc, ils m'ont descendu et là comme par hasard, une envie de pisser, mais comme jamais j'ai eu, mais ça m'a pris vraiment d'un coup, je pense que c'est le stress. Et en plus, vous savez, quand vous descendez un peu en bas au niveau des blocs, il fait toujours un peu frais. Et j'ai demandé au brancardier, excusez-moi, je peux aller aux toilettes et tout, j'en peux plus. Il m'a emmené dans les toilettes, vous savez, dédiées au personnel soignant en fait. Je suis retournée au brancard, ils m'ont fait ma perfusion. Ils ont été très sympas avec moi, tout franchement, tout, vous allez voir au fur et à mesure, mais il n'y a pas une personne, je sais pas, c'était vraiment... Ils étaient tous sympas. Du coup de là on m'emmène dans la salle d'opération et là je vois la salle et je commence à flipper, mais j'ai eu un moment de stress, je sais, là ma joie elle a commencé à redescendre et j'étais paniquée de me dire ça y est c'est maintenant, si ça se passe mal il se passe quoi en fait, et vraiment j'étais là, ça y est je peux plus faire marche en arrière en fait, c'est fini, c'est maintenant et je peux plus revenir en arrière quoi. Du coup il m'installe sur la table d'opération. Et là, je me souviens, elle allait pour m'endormir, l'infirmière, enfin l'anesthésiste allait pour m'endormir, et j'entends l'infirmière qui me dit « Est-ce que vous voulez que j'appelle le chirurgien pour que vous le voyez avant de vous endormir ?» Tu vois, pour me rassurer. Et dans ma tête, je me suis dit « Bah oui, c'est logique, enfin j'ai envie de le voir avant qu'on m'endorme, parce qu'il va arriver après que je sois endormie, je vais pas l'avoir vu alors que je le connais, c'est avec lui que j'ai fait les consultations, etc. » Et moi, la question m'a paru tellement bête, enfin c'est peut-être, je sais pas, hein, c'est peut-être... comme ça partout, je sais pas, mais en tout cas, je la regardais, je dis bah oui, j'ai envie de le voir, quoi. Enfin, je sais pas si ça le dérange pas, je savais pas quoi répondre. Du coup, il est venu, il a dit bah ça y est, c'est parti, je me rappelle. Et là, elle m'injecte le produit anesthésiant et je suis partie. Et là, je me réveille dans la salle de réveil, l'angoisse, une douleur. J'avais mal et en fait, je sentais vraiment, j'aurais aimé savoir qui était cette infirmière et vraiment y retourner quand j'ai pu vraiment me lever, etc. pour la remercier. Parce que, en fait, j'étais allongée dans la salle de réveil sur mon lit et je sentais une main vraiment me caresser comme ça en me disant ça va aller, t'inquiète pas, t'as été courageuse et tout. Et je me rappelle vraiment, c'est des vagues souvenirs parce que vous savez, quand vous vous réveillez d'une anesthésie, vous êtes un peu dans le brouillard, etc. Et je sentais cette main vraiment me caresser et me dire t'inquiète pas. Et moi, je réagissais pas trop parce que j'avais mal. Mais ça me faisait vraiment mal au niveau de l'abdomen, en fait, en haut. Vraiment, j'avais des douleurs à ce niveau-là. Mais des douleurs, mais vraiment, ça me faisait mal. Et je leur demandais des trucs
pour vraiment me calmer, mais j'étais déjà sous antidouleur en fait. Donc il n'y avait rien d'autre à faire, fallait que ça passe. Et en fait c'était des gaz. Donc faut savoir en fait quand ils vous font l'intervention en fait, ils font. Moi j'ai 3 petites cicatrices, le chirurgien m'avait prévenu qu'ils en faisaient 2 minimum. Si avec 2 ça passait, c'était très bien, mais si jamais il y en aurait une 3e. Donc moi j'en ai 3. Je vous mettrai une photo de mes cicatrices, c'était à J+1 ou J+2 et je vais vous les montrer juste après de toute façon comment elles sont aujourd'hui. Donc en fait ils vous font des tout petits trous, c'est vraiment des petites cicatrices de rien du tout. Et en fait ils vous passent la caméra, c'est vraiment, ça s'appelle une célioscopie je crois si je dis pas de bêtises. Et en fait ils vous passent la caméra etc. Mais en fait le problème comme ils vous font que des petites cicatrices, ils sont obligés de vous mettre du gaz pour vous gonfler le ventre pour que les trous en fait s'écartent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup c'est tout ce gaz qui vous injecte qu'il faut éliminer après. Mais ça c'est les plus grosses douleurs parce que les gaz ils montent, ça fait mal. Oh, vraiment je vais pas vous mettre la pression mais ça m'a vraiment fait mal. Et du coup bah en fait c'est ça qui me faisait mal, c'est ce qu'elle m'expliquait l'infirmière. De là j'ai pas de souvenir, je sais qu'ils m'ont monté dans la chambre, je sais pas, je suis descendue au bloc, il était 13h, j'ai dû monter vers 17h30, 18h par là, j'ai vaguement, je vous dis vraiment une marge, je me rappelle plus trop bien vers quelle heure je suis montée dans la chambre et j'étais KO, j'étais vraiment fatiguée, j'avais mal, j'ai juste appelé mon copain pour lui dire que tout s'est très bien passé, que si je réponds pas c'est normal, c'est que je vais dormir vraiment jusqu'au lendemain et je lui ai dit de prévenir tout le monde quoi, comme ça je vais pas appeler tout le monde. Je suis endormie, j'ai une infirmière qui est venue et vraiment je lui disais que j'avais vraiment mal en fait, ces gaz là me faisaient vraiment mal. Elle me dit faut marcher et je dis mais je peux pas marcher en fait, je peux pas me lever, je suis KO, je tenais pas debout, j'avais pas de force. Mon chirurgien qui arrive peut-être 3/4 d'heure après, il est arrivé. Sa fin de journée vraiment avant de partir, il m'a fait me lever, il m'a fait marcher dans le couloir de l'hôpital. J'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien, j'allais tomber par terre et je marchais mais je faisais des tout petits pas. Mais Rikiki, et en fait il m'a dit que la seule solution pour éliminer ces gaz, faut marcher. Même si tu marches doucement, faut marcher, faut marcher, faut marcher, faut marcher, faut pas rester allongé, faut pas rester assis, il faut vraiment marcher pour pouvoir les éliminer. Il m'a fait marcher un peu dans le couloir mais vraiment je tenais plus debout, du coup il m'a ramené dans la chambre. Après je me suis allongée, j'ai dormi, vraiment. J'ai tapé mon plus gros somme jusqu'au lendemain matin. J'ai dû me réveiller une fois aller. Et du coup le lendemain matin, ils m'ont ramené un plateau de petit déjeuner. J'ai envie de rigoler, je vais dire mais j'ai même pas faim, tu veux que je mange quoi en fait? Ils m'ont ramené une compote avec une biscotte et du beurre je crois, je sais plus, ou de la confiture. Et manger vraiment une petite cuillère de compote et rien que ça, je sentais que ça passait pas quoi, enfin c'était limite de trop. Et là après fallait se rhabiller, du coup c'est pour ça que je vous disais de mettre des vêtements amples et vraiment des chaussures faciles à enfiler parce que j'avais du mal à me baisser etc. Moi j'avais pris un jogging et un t-shirt, c'est mon père qui était venu me chercher à la clinique et vraiment il fallait un truc où je sois pas serrée etc. Le plus dur pour moi ça a été de monter dans la voiture et de sortir de la voiture. La voiture était basse en fait et le fait de me baisser, de me relever, ça me faisait mal mais bon après c'est sur le moment, après une douleur qui persiste, c'est vraiment sur le moment. Le lendemain du coup de l'opération, le 14 juillet, j'ai mangé une cuillère à café de compote à 8h, donc le matin de l'hôpital. À 13h j'ai remangé 2 cuillères à café de compote et le soir à 19h j'ai mangé une demi-compote et des poireaux et pommes de terre mixées en fait, un peu comme une soupe mais avec un peu de morceaux en fait quand même parce que moi ma diététicienne du coup j'étais suivie vraiment, fallait que j'envoie toutes les heures ce que je mangeais, les quantités que je mangeais etc. Et elle voulait vraiment que je privilégie des choses à mastiquer, il fallait vraiment de la mâche, elle voulait pas que même mon chirurgien ne voulait pas que je prenne que du liquide ou du mixé. De mâcher ça va vraiment ton cerveau va mieux capter que ton estomac est en train de se nourrir en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, par exemple le lendemain, donc le surlendemain encore, donc le 15 juillet, soit 2 jours après l'intervention, à 9h j'ai mangé une demi-tranche de pain de mie complet avec une compote. À 13h30 j'ai mangé une pomme de terre et demie grenaille, vous voyez les toutes petites pommes de terre, avec une cuillère à café de riz. À 17h30 j'ai mangé un quart de banane. Et à 21h, j'ai mangé un quart de concombre, 50 g de pâtes et un quart de compote. Voilà. Donc ça à peu près c'est pour l'alimentation. Après je vais pas vous manger de toute façon ce que vous pouvez, hein. Vous n'allez pas pouvoir manger beaucoup. Vraiment c'est important d'être suivi vraiment pour que votre diététicienne vous dise, vous voyez par exemple moi il y a des choses que je lui envoyais. Elle m'a dit évite de manger ça à cette heure-ci, privilégie le plus à cette heure-ci.
ou voilà, elle me donnait des alternatives. Donc ça c'est super important. Après une fois par semaine on faisait un point en visio un peu sur la semaine, comment ça s'était passé, etc. Sur l'alimentation, moi je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais vous parler après des complications que j'ai eues, ce qui a fait que je ne pouvais plus manger. Je vais vous parler un peu là de mon rapport avec la cigarette. Donc moi j'étais une grosse fumeuse. Avant l'intervention je fumais 1,5 paquet par jour. C'est énorme, clairement. Et du coup, il fallait arrêter de fumer, en fait, tout simplement. Donc, j'ai vraiment arrêté du jour au lendemain. Ça n'a pas été difficile parce que je savais très bien qu'il fallait pas que je reprenne. Donc, aujourd'hui, j'ai repris depuis 1 mois. C'est pas le meilleur, honnêtement. Mais vraiment, je m'y suis tenue pendant 5 mois. Du coup, j'avais arrêté de fumer pendant 5 mois. Du coup, c'était vraiment... je ressentais même pas l'envie. En fait, j'étais tellement patraque, etc. Le temps, vraiment, les gaz, vraiment, ça a peut-être mis une bonne semaine à partir complètement. Vraiment, ça me donnait pas envie de fumer. Et du coup, le fait de pas avoir fumé pendant une semaine, après, j'ai pas du tout... cherché à comprendre, j'ai continué comme ça. Savoir du coup pour la cigarette, c'est bon, je vais pas m'attarder dessus parce qu'après si vous n'êtes pas fumeur, ça ne vous concerne pas. Au niveau des médicaments, donc il y avait beaucoup de choses à prendre en fait au début, et ce qui était tout ce qui est médicaments, vitamines, et c'était vraiment compliqué parce que au début ils vous préconisent vraiment de boire des toutes petites gorgées d'eau, ce qui est très difficile parce que quand t'as soif en fait t'as juste envie de boire vraiment un verre d'eau comme ça, mais c'est vraiment pas possible, ça passe pas. Et c'est ça que j'ai trouvé d'ailleurs bizarre, c'est que je me suis dit non mais c'est bizarre que ça passe pas, c'est mon estomac qu'ils ont rétréci, c'est pas mon œsophage, je crois vraiment ça passait pas. Donc vraiment c'était que des toutes petites gorgées, vraiment parce qu'il fallait vraiment s'hydrater, c'était super important. Les médicaments c'était difficile, encore il y avait des tout petits médicaments qui étaient, ça passait sans problème, mais j'avais des gélules à prendre et ça vraiment c'était le plus dur. Et ça j'ai trouvé d'ailleurs bizarre, c'est que il y a des médicaments comme ça aussi gros qui soient prescrits après une intervention comme ça, mais à avaler c'est compliqué quoi. Surtout par exemple quand tu fais un repas, quand tu manges, il fallait vraiment mâcher, enfin vraiment bien mâcher en fait. Et il y a des médicaments vraiment où j'ai eu beaucoup de mal, mais bon après t'as pas le choix, t'es obligé de les prendre. Franchement mon cas est différent parce que moi j'ai tout arrêté du coup, les médicaments et tout, après c'était sous perf. Donc là-dessus vraiment je peux pas trop vous dire combien de temps au final mes médicaments ont duré. Je vais pas pouvoir vous répondre exactement, mais en tout cas de toute façon avant l'intervention votre chirurgien vous fait une ordonnance, il faut aller chercher les médicaments et tout est noté, tel médicament tant de fois par jour, pendant tant de jours, etc. Vraiment à chaque médicament c'est marqué. Pas de ma complication juste après, mais je voulais juste vous parler concernant le poids, en fait la balance en fait quand vous vous pesez. Moi j'ai fait l'erreur, enfin l'erreur c'est pas une erreur, mais j'étais tellement psychopathe que je me pesais tous les jours, chose à pas faire, ça sert à rien clairement. Pesez-vous genre 1 fois par semaine, hein, ça suffit amplement. Par contre quand vous vous pesez, essayez de vous peser à la même heure en fait. À chaque fois que vous vous pesez à la même heure tout le temps, et le matin bien évidemment. J'avais acheté une balance sur Amazon, en fait elle s'appelle Renpho. Et en fait vous avez une application qui va avec, et en fait elle est connectée en Bluetooth. Ça va vraiment vous mettre tous les éléments en fait nécessaires. Vous avez votre poids, vous avez l'IMC, vous avez la graisse corporelle, le poids hors masse grasse, la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale, l'eau corporelle, le muscle squelettique, la masse musculaire, la masse osseuse, les protéines et le taux métabolique. C'est ça, et le taux métabolique de base. Et l'âge métabolique aussi, vous avez vraiment plein d'éléments comme ça. Vous avez maintenant plusieurs marques de balance qui font ce type de choses en fait. Et je trouve ça pas mal parce que du coup, ça vous permet aussi de pas vraiment vous focaliser que sur votre poids total, mais vraiment de voir tous les éléments qui englobent. Parce que je sais que par exemple, avant quand j'étais suivie chez la diététicienne, il y avait un qui me pesait en fait 1 fois par semaine, mais il y avait par exemple sur 2 semaines consécutives où j'étais exactement au même poids. Mais en fait ma masse musculaire augmentait et ma masse graisseuse diminuait, ce qui fait que en fait quand additionnais les deux ça revenait à la même chose. Mais le fait d'avoir plus de masse musculaire c'est tant mieux. Ça c'était la petite parenthèse. À partir du 26 juillet, c'est ça, un jour avant que ça fasse vraiment pile poil 2 semaines, je pouvais rien avaler, c'est-à-dire que même de l'eau, même du jus d'orange, parce que du coup je privilégiais les trucs liquides parce que les trucs mixés ou en morceaux, vraiment j'y arrivais pas. Du coup je me suis dit je vais au moins prendre du jus d'orange, ça va me donner un peu de sucre quoi pour me maintenir, parce que vraiment j'étais pas bien, j'avais la tête qui tournait et tout. Ma diététicienne m'a dit d'aller faire une prise de sang pour voir si je manquais pas de quelque chose. Et en fait du coup c'est ce que j'ai fait, je manquais de fer principalement. Ma diététicienne et mon chirurgien qui lui était en vacances à ce moment là, ça tombait vraiment pas au bon moment, soupçonnaient que j'étais juste en manque d'hydratation en fait, que j'étais déshydratée. On dit va aux urgences, ils te font juste une poche d'hydratation et puis tout va bien quoi. C'est ce que j'ai fait, et j'ai quand même attendu de voir si ça allait pas passer. Du coup le mardi pareil, mardi vraiment j'ai rien pu avaler, c'était quoi que j'avalais ça ressortait en fait. Mais
c'était un peu acide en fait, on va dire, très bizarre. Du coup j'avais fait appel à SOS médecin. Il m'a fait une piqûre en fait, vous savez, pour la vésicule biliaire, pour éviter justement cette acidité. Ça n'a rien changé. Et le mercredi 28, j'étais aux urgences. Aux urgences, j'explique ce qui se passe, etc. En fait, ils ont essayé de me mettre un tuyau dans le nez pour pouvoir faire un scanner en fait, vous voyez. Je sais pas à quoi ça servait, mais c'était vraiment une angoisse. Et l'infirmière aux urgences qui me dit, vous n'avez pas choisi le bon jour pour venir aux urgences, on est débordé. Bah ouais, mais en fait, c'est pas ma faute, tu vois. Soignez-moi, c'est juste tout ce que je demande. Et du coup, elle a essayé de me mettre un tuyau pour pouvoir passer ce scanner-là. Et vraiment, c'était horrible parce qu'en fait, le tuyau... En fait, il y avait tellement de monde aux urgences ce jour-là que les box étaient pleins. Donc, elle a dû me faire ma prise de sang et me mettre le tuyau dans la salle d'attente avec tout le monde. Sauf que faut le mettre le tuyau dans le nez. Et ça passe, faut que ça passe là, en fait, tout là. C'était impossible. Vraiment, première narine, j'ai hurlé de douleur. Et en fait, j'étais tellement paniquée et pas bien. Et elles se sont excusées, les infirmières, parce que bah elles comprenaient, tu vois. Oui, ils m'ont emmené dans un box, ils ont réussi à en libérer un, on a attendu un petit peu. Et de là, elle essaye dans une narine, ça passe pas. Elle essaye dans la deuxième narine. En fait, il passe, mais je sais pas. J'ai quand même avalé ma salive et en fait, le tuyau est ressorti par ma bouche. C'était horrible. Elle me l'a enlevé. Je pissais le sang du nez. Et vraiment, j'ai pleuré tout ce que j'avais parce que je voulais pas. Je leur ai dit, vous me faites le scanner sans parce que c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Ils ont appelé le médecin au niveau du scanner pour savoir si c'était possible de le faire sans. Elle m'avait dit que c'était mieux avec, mais bon, ils pouvaient le faire sans et de toute façon, ils n'avaient pas le choix parce que je voulais pas. Comme ça, c'était clair et net. Du coup, ils m'ont emmené au scanner, ils m'ont fait un scanner. Vous savez que je suis arrivée aux urgences à 13h30. Hein. Ils m'ont passé le scanner du coup dans l'après-midi. Ils m'ont injecté un produit de contraste et moi, j'attends. Je suis dans les urgences encore, vous savez, où il y a tous les lits qui sont les uns à côté des autres, tous les brancards là. Et j'attends. Et je fais une crise d'angoisse en fait, vraiment parce que en plus t'es masqué, t'es enfermé, t'es masqué, tu peux rien faire, tu sais pas, en fait t'es dans l'attente, t'es dans le flou, tu ne sais pas ce que tu as. C'était vraiment horrible, mais demandé à sortir prendre l'air, etc. Ils m'ont dit non, clairement, catégoriquement. Du coup j'ai attendu. Et genre vers 19h je crois, il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, parce qu'en fait j'ai demandé à rentrer chez moi. J'ai dit si vous me faites rien ce soir, est-ce que je peux rentrer chez moi, je reviens demain. Ils m'ont dit non. Ça allait pas me dire oui, j'allais pas revenir le lendemain, mais finalement heureusement qu'ils m'ont gardé parce qu'en fait si je sortais je devais signer une décharge comme quoi je donnais toute responsabilité de l'hôpital, que c'est moi qui ai refusé les soins, etc. Et on m'a dit fais pas ça, franchement tu déconnes parce que si t'arrive un truc dans la nuit, bah c'est de ta faute un peu en fait. Du coup vers 19h il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, en fait il me dit des trucs et moi je comprends rien, je suis en fait ça veut dire quoi? Il me fait en fait on va devoir vous garder cette nuit pour vous faire d'autres examens demain. Et là, crise d'angoisse, je panique, je fais quoi en fait? Et là, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai été têtue à ce point-là? Et pourquoi j'ai fait cette opération? Pourquoi en fait? Et je me suis dit, pourquoi? Ça aurait pas pu se passer bien comme il faut. Et de là, j'envoie des messages à mon chirurgien, je lui explique, machin. Et en fait, ça s'appelle une fistule. Et en fait, j'ai eu une fistule qui s'est infectée, on va dire. En fait, c'était une fistule en bas. En fait, sur le scanner, il voyait pas très bien. Donc ils soupçonnaient ça en fait à la base. Et en fait finalement c'est ce que j'ai eu, hein. Je vous spoil comme ça vous saurez pour la suite. En fait vous avez votre estomac et moi j'avais un tout petit trou en fait au bas de l'estomac. Et en fait ce qui fait que tout ce que j'avalais, que ce soit de l'eau ou de la nourriture, ça fuyait. Ça sortait de l'estomac en fait. Et en fait bah, du coup ça a créé des bactéries et ça s'est infecté. En fait c'est ça qui faisait que bah, je rejetais tout. À 19h le médecin me dit ça. Ils réussissent à m'avoir une chambre à minuit. Donc pendant 5 heures, j'étais comme ça dans le brancard, à tourner en rond, à paniquer. J'allais mouiller le visage et tout, je me souviens. Franchement, je me souviens comme si c'était hier, mais d'un côté, j'ai l'impression que ça s'est jamais passé. C'est trop bizarre comme sensation. Du coup, le lendemain matin, je parlais avec mon chirurgien par message. Il me dit, écoute, l'hôpital dans lequel tu es, ils n'ont pas de service bariatrique, en fait, vraiment de service dédié à ça. Il y en a plus, il y en avait avant. Il me dit, ils peuvent très bien faire tout ce qu'il y a à faire, mais sinon, je te conseille un autre hôpital qui était vraiment à côté, où il y a vraiment un service spécialisé là-dedans, où je serais mieux pris en charge. Je fais beau écouter, moi je vous écoute quoi, vous me dites quoi faire, j'y vais. Du coup ils ont dû me transférer dans une clinique à côté. Le jeudi matin en fait, le jeudi midi, un truc comme ça, ils me transfèrent là-bas, ma chambre, etc. Ils disent qu'ils allaient me repasser un scanner le lendemain matin, donc le vendredi. En fait le jeudi après-midi ou le vendredi après-midi, ma perfusion, en fait vous savez les perfusions ça peut pas rester trop longtemps.
Du coup, ils m'ont dit il faut qu'on vous place ça s'appelle un midline, si je dis pas de bêtises. En fait, c'était un petit, comme un cathéter en fait en taille qui vient se mettre ici. Et en fait, tous les médicaments passaient du coup comme ça. Et puis de ça, c'est que vous pouvez les garder plus longtemps. Donc déjà, je me suis dit, le fait qu'ils mettent ça, c'est que je vais devoir rester longtemps à l'hôpital ou que j'aurai des médicaments longtemps qui vont passer vraiment en intraveineux. Je repasse un scanner le lendemain, sauf que je devais boire, vous savez, un truc à l'anis. Mais va boire toi un truc quand ça fait 4 jours que t'as rien mangé, que t'as rien bu. Vraiment, l'eau, l'hydratation est passée dans les poches et c'est tout ce que j'avais le droit. Ils me passaient les médicaments avec les vitamines et tout ça. J'avais pas le droit de manger. J'avais pas le droit de manger, donc ça faisait bien 4 jours déjà que j'avais pas mangé. Va boire toi ce produit à l'anis dégueulasse. Du coup, j'ai bu comme j'ai pu, hein, vraiment en petite quantité et petite gorgée par petite gorgée, c'était horrible. On passe le scanner. Le résultat du scanner, c'était bien ce qu'ils pensaient au début. Donc le vendredi, quand ils ont eu les résultats, les médecins viennent me voir et me disent que je fasse une endoscopie. Ils disent ils n'ont pas de service d'endoscopie dans l'hôpital, on va devoir vous transférer dans un autre hôpital. Je dis non mais c'est une blague en fait. Je fais vous me transférer comme ça de droite à gauche. Ils me disent en fait vous passez pour faire l'endoscopie dans l'autre hôpital et vous revenez chez nous. Et ils me disent par contre il n'y a pas de place avant lundi. On était vendredi. Je dis bon bah ok quoi, j'ai pas le choix, de toute façon je suis là. Donc le lundi, non ils m'ont transféré le dimanche soir. Et en fait c'est surtout déstabilisant parce que tu vois déjà t'es à l'hôpital, t'as pas le moral. Et en plus de ça, bah on te transfère de droite à gauche donc tu perds un peu tes repères. T'as à peine eu le temps de t'habituer à ta chambre qu'on te rechange de chambre. Surtout que entre temps, je vais préciser, ils m'ont retransféré d'étage parce qu'il n'y avait pas assez d'infirmières à un étage. Enfin bref, du coup j'ai fait 4 chambres en 8 jours. Bref. Donc le dimanche ils me transfèrent dans une clinique à Paris. Et là c'était vraiment le pire du pire du pire du pire. Je me suis dit mais pourquoi? Ils m'ont transféré dans un hôpital, enfin une clinique privée. Je suis arrivée un dimanche après-midi. Vraiment, le transport d'ambulance, ça a fait que ça a bouché en fait mon midline là, ça l'a bouché. Parce qu'en fait ils avaient oublié de clamper, vous savez, les petites poches. J'attends un infirmier, je l'ai attendu 2 heures dans la chambre. On m'a dit, installez-vous dans la chambre, il y a un infirmier qui va venir vous voir. 2 heures j'ai attendu, le truc il se bouche. Oh, je dis mais c'est fini. Je voyais, vous savez, les tuyaux là, tout rempli de sang et tout. Je dis c'est fini, on va devoir me l'enlever et me le refaire. Sauf que ça déjà j'ai galéré, ou alors on va devoir me refaire une perfusion. Alors que vraiment j'avais des bleus de partout et tout. Donc en fait le problème c'est que ce dimanche là où je suis allée, il n'y avait que 2 infirmiers sur le service. Dont un qui n'était pas d'ici, qui était venu en renfort. Et l'autre qui n'était pas de ce service là. Donc elle n'y connaissait absolument rien. Je dis bon c'est génial, fallait que ça tombe sur moi. Du coup le dimanche soir, j'ai dormi dans cette clinique. Le lundi matin on m'a fait me préparer pour le bloc, du coup pour passer l'endoscopie. Je ne suis passée qu'à 19 h le soir. Ouais, la dernière ou l'avant-dernière je suis passée. Donc toute la journée j'ai attendu. Et de là, du coup, ils m'emmènent au bloc, en fait, si on peut appeler ça comme ça. Là, ils opèrent pas, ils ouvrent pas. Hein. C'est vraiment le tuyau, l'endoscope, en fait, qui rentre. C'est une petite caméra pour vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ils me parlaient déjà de sondes, etc. Je comprenais pas trop. C'était le lundi 2 août, le 2 août qu'ils m'ont fait l'endoscopie. Donc, en fait, ils me réexpliquent au bloc qu'est-ce qui s'est passé, etc. Je leur explique. Ils me disent, bon, bah, du coup, posez la sonde pendant que vous dormez, ce sera plus simple. Et là, je me réveille de l'anesthésie. Et je peux plus respirer. En fait j'avais et la sonde et le tuyau d'oxygène là vous savez. Et la seule chose, le premier réflexe que j'ai eu en me réveillant c'est de tirer. Et là t'as une infirmière qui me dit non touchez pas. Je dis putain qu'est-ce que j'ai fait tu vois. De là elle m'enlève du coup le tuyau d'oxygène. Mais je sens que j'ai mal à la narine. Mais j'ai mal à un point. Et en fait j'avais ma sonde du coup nasogéjunale. C'était ma sonde qui allait m'alimenter et m'hydrater. Ensuite, du coup, en arrivant dans la chambre, j'avais trop ballonné. La seule position où j'étais bien, c'était la tête baissée comme ça. Je pense que c'est parce que du coup, j'avais pas le poids de la sonde qui tirait. J'étais bien. Je me suis dit, je vais dormir comme ça, c'est pas possible. Du coup, j'appelle l'infirmière et je lui demande un truc, un médicament pour antidouleur quoi. Elle me dit, bah écoutez, je peux vous donner un truc. Par contre, préparez-vous vraiment à aller vous coucher parce qu'après, vous pourrez plus vous lever. Du coup, j'ai été faire pipi, je me suis mis en pyjama, etc. Et là, elle m'a donné un truc. Je sais pas ce qu'elle m'a donné. Hein. J'ai eu une bouffée de chaleur. J'ai senti du chaud dans mon corps. Et je me suis endormie. Jusqu'au lendemain. Je me suis dit, bon, tant que je dors, c'est le principal. Au moins, je ressens pas la douleur. Quoi. Le lendemain encore, donc le mardi 3 août, ils m'ont retransféré dans la clinique où j'étais juste avant. J'ai revu les médecins que j'avais vus quand j'étais juste avant, ceux qui m'ont passé le scanner, etc. Ils m'ont expliqué la suite, en fait.
c'est le bon moment pour taper dans le mur. Pour expliquer la suite de tout ce qui allait se passer, la sonde ils m'ont posé le 2 août et en fait là les médecins ils m'ont dit vous allez la garder minimum 5 semaines. J'ai dit minimum 5 semaines. J'ai dit bah ok, il n'y a pas de vacances, du coup tu veux faire quoi? Et en fait du coup ils m'ont regardé encore 2 jours. En fait en soi je suis sortie le 5 août de l'hôpital. Ils m'ont regardé en fait pour pouvoir vraiment m'expliquer la nutrition, etc. Et comme j'avais encore des antibiotiques, et après il fallait que j'ai une infirmière aussi à domicile qui vienne me donner les antibiotiques, me brancher les poches d'alimentation, etc. Donc quand je suis sortie le 5 août, l'infirmière est venue en même temps que moi en fait, m'a expliqué pour les poches. Elle m'a dit écoutez je peux vous faire 2-3 jours, après je vous montre et vous faites toute seule comme ça vous êtes libre. Au début les poches elles passaient sur 24 heures donc j'étais tout le temps avec la petite charrette vous savez avec les poches d'alimentation etc. Et je dis c'est pas possible, je veux au moins la journée être libre de mes mains quoi, vraiment pouvoir bouger etc, prendre la voiture machin. Et du coup l'infirmière m'a dit bah, ce que vous faites c'est que petit à petit vous augmentez parce qu'en fait vous voyez sur la machine il y a des vitesses. Vous augmentez la vitesse et comme ça passe vraiment sur la nuit. Vous le branchez le soir vers 20h, 21h et comme ça à 8-9h le lendemain matin c'est terminé. Du coup c'est ce que je faisais comme ça, j'étais tranquille. Le matin je me débranchais, je rinçais etc. Et la journée je pouvais faire ce que je voulais. J'avais pas de contrainte quoi, fallait juste que je rentre le soir pour brancher mon alimentation. Entre temps ensuite du coup j'ai reprogrammé un rendez-vous avec mon chirurgien, on s'est vu le 23 août. Il m'a demandé comment ça allait, comment ça s'est passé, la sonde etc. Du coup je lui ai tout expliqué. Il m'a dit écoutez, et en fait le pire dans tout ça, enfin le pire on va dire, du coup on papote etc, il me demande un peu tout ce qui s'est passé etc, si j'avais oublié de lui dire des choses, comment ça va machin, et de là il me dit bah écoutez, parce qu'en fait il faut savoir que du coup pendant ces 5 semaines ces 5 semaines, je lui ai porté 5 semaines au total de la sonde, mais du 2 août quand ils me l'ont posé jusqu'au 23 août, donc j'ai vu mon chirurgien, j'ai perdu 0 gramme. J'avais même pris 500 grammes et j'étais en panique totale. J'ai dit mais je me suis pas fait opérer pour reprendre 500 grammes quoi. En fait il faut savoir, mon chirurgien m'a expliqué que du coup dans ses poches j'avais beaucoup trop de calories. En fait c'était vraiment, j'avais le nombre de calories comme une personne normale. Et il m'a dit écoutez vous allez pouvoir remanger et reboire. Mais par contre il faut un peu réduire du coup vos quantités. Parce que j'avais 2 poches, une grande et une petite. Il m'a dit vous commencez déjà par enlever la petite. Vous remangez un petit peu. Au fur et à mesure, comment ça se goupille, comment vous vous sentez, vous réduisez de plus en plus jusqu'à ne plus en prendre. Il me dit bah vous savez, à partir de ce soir c'est bon. Je lui dis mais je peux pas en fait, enfin j'ai flippé, je me dis ça fait presque 1 mois que j'ai rien avalé. Je lui dis j'ai peur, tu vois, enfin ça se comprend. Et là il me ramène un verre d'eau, il me dit buvez une gorgée d'eau devant moi, vous allez voir, vous allez pas mourir. Du coup je prends la gorgée et tout, et c'était vraiment une sensation incroyable. Ça me faisait trop bizarre, c'est peut-être ridicule de dire ça comme ça, hein, mais c'était vraiment un truc de ouf. Le soir, je savais du coup pas quoi manger, etc. Et du coup, c'est là en fait mon suivi diététique. Comme j'avais plus rien mangé, j'avais arrêté, j'ai pas repris, c'est pas une bonne chose. C'est toujours bien d'être suivi. Normalement, c'est conseillé la première année entière d'être suivi. Comme ça, au moins, vous savez vraiment, vous avez une bonne adaptation en fait, surtout pour après. Et de là, du coup, j'ai commencé à remanger, j'ai commencé à réduire les poches jusque. On m'a enlevé quand? La sonde, on me l'a enlevée le 8 septembre. Et en fait, jusque peut-être 1er septembre, j'étais avec les alimentations par poche. Et après, j'ai arrêté et je remangeais vraiment mes repas. Et c'est à partir de là, du coup, que j'ai commencé à reperdre du poids. Du coup, au niveau de la peau qui pend, franchement, moi, ça va. Je touche du bois. Je pense que cette transition, en fait, ce moment de complication que j'ai eu, m'a un peu sauvée entre guillemets, parce que du coup en fait j'ai un peu perdu, j'ai plus perdu et après j'ai repris. Le fait d'avoir une coupure, je pense que c'est ça aussi, j'ai pas tout perdu d'un coup, c'est peut-être pour ça aussi, ou après peut-être que ma peau est un peu plus élastique, je sais pas du tout, mais franchement ça va. Après oui, j'ai un peu le ventre qui pend, les cuisses c'est encore flasque etc, c'est tout à fait normal. Là j'en suis à 47, au total 47 kilos de perdu, donc c'est quand même énorme, c'est normal. Il faut retonifier, il faut faire une activité physique, chose que je fais pas forcément parce que je vous avoue que j'ai pas encore trouvé la chose vraiment qui me fait plaisir de le faire, parce que si vous allez faire de la muscu alors que vous aimez pas ça, ça sert à rien, vous voyez, vous allez pas avoir envie de le faire, donc ça sert strictement à rien. Il faut trouver une activité physique qui vous correspond, qui correspond à votre mode de vie et où vous allez pouvoir, où ça va pas vous faire chier clairement en fait de le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup ça c'est super important. Après tout ça, donc la sonde on me l'a enlevée le 8 septembre. Il y avait encore en fait un petit, parce qu'en fait il faut savoir que quand il m'avait posé la sonde, du coup il m'avait posé un drain pour en fait tout ce qui avait fui on va dire
que ça repasse par l'estomac et que ça se retransite en gros normalement. Et du coup, quand en septembre ils m'ont refait l'endoscopie, il y avait encore le trou n'était pas complètement fermé. Du coup, ils m'ont reposé un drain neuf. Et après, j'ai refait un contrôle au mois de novembre et là, il n'y avait plus rien. Tout était fermé, il n'y avait plus de soucis. Comme ça, voilà, tout était rentré dans l'ordre. Je sais pas. Après, franchement, si vous avez des questions particulières, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à vous les poser parce que là, vraiment, je parle des sujets un peu plus importants, mais je rentre pas vraiment dans le vif des détails de chaque chose. Après, je pense que chaque expérience aussi est différente. Vous voyez, je connais quelqu'un qui s'est fait opérer par le même chirurgien et puis il n'y a pas eu de problème. Ça peut arriver en fait, c'est pas anodin, faut pas que vous le preniez à la légère. Maintenant, il y a des risques minimes qui peuvent arriver. Vous voyez, je vous en parle bien aujourd'hui. Mais après, ça peut être de diverses raisons. Mon chirurgien m'a dit en gros, ça arrive quand on n'arrête pas de fumer. Sauf que moi, j'avais arrêté de fumer. J'ai pas repris après l'opération. J'ai peut-être arrêté de fumer trop tard. Par rapport, il fallait peut-être arrêter plus tôt, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après ça, de toute façon, je ne saurais jamais, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, tout va bien. C'est le principal, on va dire, c'était une mauvaise phase à passer. Du coup, en plein mois d'août, vous imaginez, vous, les gens qui font les barbecues et tout devant vous, vous êtes là, mais vous pouvez rien manger. Bref, c'était un mauvais chapitre. Maintenant, le livre continue. C'est comme tout dans la vie, c'est des montagnes russes, hein. Des fois ça va, des fois ça va pas. Puis quand ça va pas, faut garder le moral et se dire que demain sera un jour meilleur et ainsi de suite. Et moi je relativisais dans le sens où il y a toujours pire que nous-mêmes. C'est sûr que sur le moment c'est chiant. C'est franchement on se dit mais pourquoi ça nous arrive? Mais il faut se dire qu'il y a des gens où vraiment c'est pire et il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui crèvent de faim. Enfin, il y a tout plein de choses qui arrivent pire qu'à soi-même. Du coup voilà, je pense que je vais vous montrer les cicatrices maintenant. Aujourd'hui les cicatrices ressemblent à ça. Vous voyez, c'est encore un peu rouge, mais après je pense que vous savez, une fois que ça va prendre le soleil, etc., ça va blanchir. Mais il n'y a rien de... Voilà, c'est pas des cicatrices, c'est pas une grande cicatrice, c'est vraiment 3 petites. Voilà, donc rien bien de ouf. En tout cas voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Aujourd'hui, bah voilà, comme je vous ai dit, ça fait un peu plus de 6 mois et tout va très bien. Je continue ma perte de poids tranquillement. Là, je perds plus autant qu'avant. Là, je perds encore un petit peu. À chaque fois que je me pèse, j'ai encore perdu un petit peu, mais plus un poids conséquent, vraiment important. C'est vraiment petit à petit. Je sais pas quand est-ce que ça va se stabiliser. Je vais revoir mon chirurgien du coup pour un bilan 6 mois en fait. Là, fin janvier, début février, il faut que j'aille retourner le voir. Au niveau de l'alimentation aujourd'hui, en quantité, je mange pas plus que ce que je pensais que j'allais pouvoir manger maintenant à cette période en fait. Je mange des portions assez petites encore. Le seul truc qui est frustrant vraiment, c'est d'aller au restaurant parce que tu payes pour de la nourriture que tu ne vas pas terminer. Du coup, ça c'est pas un problème parce que les personnes avec qui je suis en général terminent. Mais c'est vrai que c'est gênant. Après, quand tu es chez toi, tu manges un petit peu moins, mais c'est pas grave parce que tu te dis bah tu mangeras ce soir ou demain, c'est pas perdu. Mais c'est vrai que quand tu payes, ça te fait chier. Mais bon, c'est toujours des petits plaisirs aussi qu'il faut garder pour pas être trop frustré aussi. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout. Au cas où si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions et au pire je ferai une autre vidéo un peu plus détaillée à la limite parce que là j'ai essayé de faire les plus gros points donc c'est possible que j'ai oublié des choses comme je vous l'ai dit, mais en fait j'essaie de me souvenir chaque moindre chose qui s'est passée, mais j'ai pas tout en fait qui me vient comme ça. Comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire ou à m'envoyer un MP sur Instagram. J'espère avoir fait un bon tour et avoir su répondre, on va dire, à quelques de vos questions déjà si vous en posez. Et puis bah voilà, je pense que je vais en arrêter là. En attendant, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.